à la base, je voulais vous parler de totalement d'autre chose. Mais une discussion m'a fait me questionner sur un fait qui me titille déjà très très fortement. En fait, mon questionnement est venu lorsque, en détaillant la vie d'une personne, il a été dit « elle a travaillé, elle a vécu sa vie ». Ok, elle a travaillé. Mais en quoi ça définit qui elle est? Ce qui a été sa vie, la personne qu'elle a été en somme. Est-ce que c'était une bonne personne, une mauvaise personne? Est-ce qu'elle a réellement œuvré pour la société ou pas? Et en fait, c'est assez typique de notre société, de notre époque. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la question incontournable est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Non, non, ne niez pas. On y est tous passés. Et comme si la réponse à cette question allait déterminer complètement la personne que vous êtes, l'intérêt qu'il est digne de vous porter. Est-ce vraiment le cas? Le statut social déterminé par l'emploi qu'on occupe ou qu'on a occupé, par sa naissance, par tout un tas de critères un peu arbitraires en fait. Est-ce que ça détermine réellement la personne que vous êtes? Alors je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu aidée de ChatGPT pour définir quelle est l'origine de ce statut social, d'où ça vient, pourquoi on a besoin de coller comme ça une étiquette sur les personnes, et pourquoi on y accorde autant d'importance. Alors il m'a donné une piste assez sympathique. En fait, avant, on déterminait l'origine sociale des gens, leur statut, leur place dans la société de par leur naissance, et aussi la religion, qui venait poser les bases morales, des bases même structurelles de la société. Et est arrivée une ère plus moderne. C'est là où le travail a pris toute sa place. Et la nouvelle religion, c'est le capitalisme. Comme quoi, tout est une histoire de croyance. Là, on vous apprend gentiment que travailler, c'est être utile. Il faut produire. Il faut avoir ce sentiment d'appartenance, de place dans la société. J'appartiens à tel groupe, j'appartiens à telle entreprise, je travaille à tel endroit, j'ai tel collègue. Ça structure effectivement la société, tout ce maillage un peu social. Donc le capitalisme a remplacé la religion. Alors je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, ça fait peut-être un peu bâclé comme affirmation. Avec mes modestes connaissances et mes modestes capacités intellectuelles, je trouve que c'est pas si stupide en fait. Du coup, toi, dans la vie, tu fais quoi? Et qu'est-ce que ça dit sur toi? C'est quoi ton métier? Est-ce que c'est un métier passion? Est-ce que c'est un métier subi? Est-ce que, malgré tout, tu as fait des études pour arriver au poste où tu es? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en 2026, combien de personnes peuvent dire qu'effectivement, elles font le métier qu'elles ont réellement souhaité faire? Je ne vous parle pas de devenir astronaute, de devenir une superstar ou un truc comme ça, et en fait, pourquoi pas? Mais en gros, combien au lycée, pendant leur parcours d'orientation, ont déterminé un chemin qu'ils aimeraient suivre et sont aujourd'hui là où ils voulaient être? Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur boulot, on est d'accord. Mais quand on regarde les témoignages aujourd'hui, combien de bac+5 se retrouvent à faire un métier complètement alimentaire? Sans aucun jugement de valeur, on ne fait pas un bac+5 pour se retrouver caissière à Carrefour. Du coup, quand tu es en train d'expliquer à une nouvelle connaissance que tu travailles en grande distribution, qu'est-ce que ça dit sur toi? Est-ce que ça veut dire que tu as échoué dans la vie parce que tu n'as pas trouvé de travail en lien avec tes études? Est-ce que tu as mal choisi tes études? Certains diront oui. Mais si ton domaine d'études est ce qui t'intéresse vraiment, est-ce qu'il n'en dit pas plus sur toi que le métier que tu occupes ou pas actuellement? Donc dans notre société moderne, est-ce qu'on a encore réellement une indication sur l'utilité de la personne rien qu'avec le métier qu'elle occupe, ce statut social, cette place soi-disant utile qu'elle a dans la société? Combien de personnes absolument détestables travaillent dans les métiers du social? Des métiers où il faut de l'empathie, où il faut savoir écouter la personne, savoir aussi prendre du recul pour aider au mieux, accompagner au mieux. Combien de personnes détestables travaillent dans les métiers du soin? Combien ont choisi d'être infirmiers, aides-soignants, pas par goût du soin et de l'aide à l'autre, mais parce qu'on nous rabâche que ça recrute, qu'il n'y a pas de chômage. Et peut-être aussi parce que ça donne un certain prestige. Moi, je fais un métier du soin, moi, j'aide les gens, je suis utile, blablabla. Ce sont donc des métiers utiles. Et j'ai même envie de dire des métiers nobles, auprès de personnes qui peuvent être dépendantes au niveau physique d'une tierce personne. On pourrait aussi prendre l'exemple des aides ménagères.
Pourquoi? Juste parce qu'on nous dit que c'est un métier qui est en tension et qu'on y est fortement poussé lorsqu'on est en recherche d'emploi. On a une population vieillissante, on favorise le maintien à domicile, donc effectivement, ces métiers qui permettent à ces personnes de rester à domicile sont importants. Ils sont mal payés, ils sont mal vus, mais ils sont importants. Simplement aujourd'hui, étant donné que ce sont des métiers dits en tension, on pousse énormément de personnes à les intégrer. Mais ce n'est pas parce que c'est simplement être aide ménagère que le métier ne demande pas de compétences. Déjà, des compétences humaines. Et signer un contrat de travail potentiellement en CDI ne fait pas acquérir automatiquement ces compétences humaines nécessaires à s'occuper de personnes fragiles. Alors il y a une formation qui va t'apprendre les normes d'hygiène, comment t'occuper d'un logement, du linge, comment prendre en charge les personnes. Mais c'est du théorique tout ça. Il peut y avoir aussi un cours sur la négligence, sur la maltraitance, mais le goût de l'aide, de l'humain, l'empathie, ça s'apprend pas, on est bien d'accord. Pour parler d'un domaine que je connais un petit peu plus, et donc les métiers du social, de l'accompagnement socio-professionnel, étant demandeuse d'emploi depuis très longtemps, vive les contrats courts, vive les formations qui n'aboutissent à rien, j'ai connu beaucoup de conseillers Pôle emploi, mais aussi plus largement des conseillers en insertion socio-professionnelle. Il y a des gens qui n'ont aucune empathie, qui sont là, qui gèrent en face d'eux des demandeurs d'emploi qui ont parfois une détresse totale financière, mais aussi émotionnelle, psychologique, qui se trouvent face à des murs qu'ils ne savent plus comment franchir et qui n'ont aucune empathie venant de la personne face à eux. A contrario, il y a des conseillers qui sont ouverts au dialogue, qui savent prendre la personne dans une certaine globalité. C'est pas juste un numéro de dossier. Et ils font ce qu'ils peuvent pour aider les gens avec les peu de moyens qu'ils ont. Ce sont pourtant des métiers de contact. Ce sont des métiers où, pour pouvoir aider au mieux une personne, il faut avoir une vision un peu globale de sa situation. Tu peux pas envoyer bosser une personne à 30 km de chez elle si elle n'a pas le permis, par exemple. Or, j'ai connu des conseillers qui le font. Emploi, formation, accompagnement, voilà, c'est à 20 bandes de chez toi, t'as pas de moyen de te déplacer, tu te débrouilles, zéro empathie. Et donc, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu prends un taxi pour y aller alors que t'as déjà pas de sous parce que t'es au chômage. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je maintiens donc qu'avoir un emploi, qu'avoir un statut reconnu dans la société, n'indique en rien les qualités réelles d'une personne. Alors pourquoi on conserve ces valeurs-là pour déterminer si quelqu'un est correct ou pas, si il a ou pas réussi sa vie? Je pense que comme on a encore dans la société une majorité de personnes qui ont un parcours assez linéaire, qui ont une situation encore assez stable, et bien ça les rassure. Parce que eux, ils ont réussi. Eux, ils ont de la valeur. Eux, ils sont utiles à la société. Donc, eux, ce sont de bons citoyens. Tant pis si le reste du temps, ils font chier le monde, leurs voisins, leur famille. Tant pis s'ils jettent leur mégot de clope par la fenêtre de la voiture en plein été dans les broussailles. Non, c'est pas grave, parce que eux, ils ont un statut social. Et à contrario, on peut avoir des gens qui n'ont pas d'emploi ou ont un emploi pas stable, pas un emploi très bien rémunéré, et qui sont extrêmement utiles à la société parce qu'ils vont s'engager dans des associations, qui vont aider des SDF par exemple. Ou encore un exemple plus simple, une mère de famille qui va élever ses enfants avec beaucoup beaucoup d'amour et qui fera en sorte que ses enfants soient de belles personnes humaines et conscientes. On se met au final une énorme pression avec cette histoire de statut social. Ou alors c'est moi qui suis complètement obsédée par ça. C'est possible. Cela dit, combien de personnes réalisent leur erreur? Combien voient leur vie basculer quand ils subissent un licenciement ou simplement quand ils partent à la retraite? Quand ce fameux statut social devient un peu moins une carte de visite, une identité. Avoir été, ce n'est pas être là maintenant. Combien de retraités découvrent en fait qu'ils n'ont rien dans la vie? Pas de loisirs, pas forcément d'amis réels. On ne le rappellera jamais assez, mais les collègues, c'est pas des amis. Quand ils doivent prendre leur retraite d'un coup, là, comme ça, ils réalisent qu'ils ne vont plus être occupés 35 heures par semaine avec les ordres venant d'un employeur.
et qu'ils vont devoir déterminer par eux-mêmes ce qu'ils vont faire de la journée, pour être utiles à eux-mêmes déjà. Et au final, les personnes qui ont déjà des loisirs, qui ont déjà des occupations, arrivent à une période comme ça d'inactivité sans être totalement démunies. Alors, dans le cas de demandeurs d'emploi, c'est pas qu'ils ne veulent pas reprendre une activité salariée, hein. Mais si durant une période salariée, vous aviez déjà un abonnement à la salle de sport, dans un club de danse, que vous étiez engagé auprès de telle ou telle association, que vous aimez lire, faire des randonnées, écrire, quand vous vous retrouvez à devoir affronter une période d'inactivité, votre vie, elle ne va pas se vider d'un coup. Vous avez déjà une identité autre que le simple fait d'être salarié, qui finalement n'est pas votre identité du coup, parce que ça peut partir du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que vous allez faire durant cette période d'inactivité ? Vous allez rester vous-même. Vous allez chercher un emploi si vous êtes demandeur d'emploi, mais vous allez aussi continuer à lire, à faire des randonnées, à aller dans votre association, j'en passe et des meilleurs. Vous allez même peut-être y consacrer un peu plus de temps, faire des randonnées un peu plus longues. Bref, vous allez continuer d'être vous. On oublie aussi souvent que le statut social, au final, il dépend d'énormément de choses. Beaucoup veulent penser que c'est une histoire de mérite, mais c'est aussi une histoire de naissance. On revient un peu en arrière là, à l'époque où la religion guidait le monde, tout ça. Mais en fait, c'est assez vrai. Quand on vit dans un milieu déjà plutôt aisé, certaines portes vont s'ouvrir plus facilement. De meilleures écoles, donc une meilleure instruction, un accès facilité à la culture. L'argent, quoi qu'on en dise, ouvre des portes, offre des opportunités. Non par le mérite de la personne, mais par son environnement, par ses ancêtres. Ça vient juste confirmer ce que je disais tout à l'heure, dire que vous avez tel ou tel emploi, ça ne dit pas qui vous êtes. Si vous êtes une personne, ou que vous ne l'êtes pas. Conclure tout ça, c'est assez facile en fait. Lorsqu'on parle à une personne actuellement, quand on rencontre une nouvelle personne, effectivement, la première chose généralement que les gens veulent savoir est ce que cette personne fait dans la vie, comme métier j'entends. Et je persiste à penser que ça ne dit strictement rien sur la personne. Certains diront que ça montre que la personne est insérée, qu'elle est utile à la société, qu'elle prend sa vie en main. Mais ça dit rien du tout sur la personne en fait. Ça ne va même pas montrer si vous êtes quelqu'un de travaillant ou pas. Parce que si vous avez une passion à laquelle vous vous adonnez sans relâche le reste du temps, c'est plus ça qui va vous déterminer, c'est votre passion. C'est sur votre temps libre que vous le faites. Vous pourriez vous en passer, rester avachi dans votre canapé. Mais non, vous ne le faites pas, parce que c'est votre passion. Or, un emploi, quand vous avez signé votre contrat avec votre employeur, 35 heures par semaine, vous êtes un tantinet obligé de vous y contraindre. Donc je persiste. Votre emploi ne dit rien sur vous ou très peu. Dans mon cas, mon emploi, c'est dans l'administratif. Je ne suis pas fanat des tableaux Excel. Par contre, quand je suis à l'aise avec quelqu'un, je peux parler lecture, je peux parler du tarot, je peux parler de tout cet univers intérieur, du fait que je pense que nous sommes beaucoup plus que notre être incarné. Et ça, c'est moi. Réfléchir au sens de la vie, réfléchir à une meilleure version de soi-même. Pas pour les autres, pour soi, pour se comprendre, pour se connaître, pour avancer. C'est beaucoup plus moi que d'être derrière un bureau 7 heures par jour à répondre au téléphone, à faire des courriers, des mails. La personne que je suis, c'est celle qui a passé beaucoup trop de temps à écouter ses amis déblatérer sur leurs problèmes pendant 6 heures d'affilée et qui en a eu un peu marre et qui a fermé le cabinet de psychologie qu'elle tenait gratos. C'est la personne qui va tirer les cartes parce qu'elle pense que c'est un moyen de mettre l'accent, la lumière sur les problématiques et essayer de les régler en reprenant son pouvoir. C'est la personne qui aimerait tellement comprendre quelque chose à l'astrologie parce que je pense que les astres nous apprennent énormément. Ça, c'est moi, la petite sorcière, pas pratiquante, qui lit, qui écrit, titille les cartes et voudrait voir le monde tellement plus lumineux qu'il ne l'est. Et vous, vous êtes qui au final ?